Bonjour à toutes et à tous, et d'abord merci à Philippe Chassagne de m'avoir invité et présenté au nom de la Société. Je voudrais aussi m'associer aux paroles qu'il vient de prononcer à la mémoire d'Éric Bercoff, qui était bien plus jeune que moi, mais pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'amitié, et qui est effectivement une grande perte pour nous tous. Je déclare n'avoir aucun intérêt, oui, bien sûr. La médiation, et plus spécialement la médiation médicale, a une histoire tout à fait jeune en France, puisque, et Philippe Chassagne a évoqué le terme de conciliation de médiation, disons rapidement que c'est en 1999 qu'on met en place des commissions de conciliation, bien mal nommées puisqu'elles n'en avaient pas le pouvoir, et qui comportaient des médecins conciliateurs. Passons rapidement à la suite, c'est-à-dire 2005, où sont mises en place, pour remplacer ces commissions de conciliation, les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, que vous connaissez tous sous le nom des CRUC, lesquelles comportent comme président de droit le directeur de l'établissement et parmi les membres obligatoires, les représentants des usagers et 2 médiateurs. C'est une innovation d'ailleurs de cette année-là, le médiateur médical qui s'occupe des plaintes concernant les soins et le médiateur non médical qui s'occupe de tout le reste, la signalisation, l'hygiène, les repas, je passe. Donc, un mot quand même sur les caractéristiques de cette médiation. C'est une médiation institutionnelle, ce qui veut dire entre autres que le médiateur n'est pas choisi, comme dans d'autres cas de médiation, par le plaignant. C'est un médiateur prédésigné et, comme l'a rappelé Philippe Chassagne, il est désigné par le directeur de l'établissement, sur avis du président de la CME. Le problème, c'est qu'attend-on et que craint-on éventuellement du médecin médiateur? Les équipes et l'administration en attendaient au départ ce qu'en attendaient aussi les pouvoirs publics. Pourquoi a-t-on créé la médiation médicale? C'était parce qu'on avait constaté qu'il y avait une augmentation des plaintes concernant les médecins ou les équipes de soins auprès des tribunaux, qu'une enquête avait montré dans les années 70 que beaucoup de ces plaintes n'étaient pas motivées par le désir d'une indemnisation financière, mais uniquement de se venger, de prendre revanche d'une sensation de mépris, d'avoir été ignoré, d'avoir été l'objet d'un mensonge, qu'on a caché la vérité, qu'on n'a pas informé. Bref, c'était ce désir de vindicte, et on a dit, mais ça coûte cher, ça encombre les tribunaux, ça serait bien mieux de trouver un procédé alternatif de résolution des conflits, et ce procédé alternatif, c'est la médiation. Voilà, alors les équipes soignantes et l'administration attendaient essentiellement des médecins médiateurs qui fassent baisser le nombre de contentieux. Et je m'empresse de dire qu'ayant fondé et présidé pendant 10 ans l'association des médecins médiateurs français, mon objectif numéro 1, c'était de dire « ça n'est pas ça notre objectif, ça ne peut pas l'être, ça ne serait pas éthique. Si quelqu'un pense être victime d'un préjudice, il doit pouvoir faire valoir ses droits à la réparation de ce préjudice. » D'accord ? Et par conséquent, si l'action des médiateurs fait baisser le nombre de contentieux, eh bien, ça ne peut être qu'indirectement parce qu'on aura apaisé les conflits. Donc, je passe sur ce que le médiateur n'est pas, c'est-à-dire un juge d'instruction, un avocat, pas non plus un expert, même s'il l'a été ou s'il l'est encore dans d'autres circonstances. Ce qu'on attend de lui, c'est d'écouter, c'est d'informer, c'est d'expliquer, c'est de dialoguer, dissiper les malentendus. C'est surtout de porter la parole du plaignant, effectivement. En cas de besoin, je précise au passage que le médiateur n'a aucun droit de se mêler des problèmes d'indemnisation, justement. Mais il peut et il doit indiquer les voies de recours au plaignant. Et enfin, il doit être surtout reconnu et entendu par l'institution et par ses collègues, parce que sans ça, son pouvoir est nul. J'ai oublié de dire ce que les plaignants attendent ou craignent du médecin médiateur. Eh bien, les plaignants... ils ont surtout peur que le médecin médiateur soit partial. Pourquoi ? Parce qu'il est choisi, et c'est la loi, parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l'institution, et donc ce soupçon de partialité existe. C'est à nous de montrer qu'il n'y a pas lieu d'être. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est l'éthique de la médiation qui est la clé de sa légitimité. Je ne détaillerai certainement pas les nuances juridiques entre indépendance, impartialité, neutralité, vous percevez ça de façon instinctive, et j'insisterai plus sur le seul pouvoir du médecin médiateur, le seul, c'est l'écoute. L'écoute au premier degré, c'est-à-dire factuel, ce que le plaignant a à dire, mais aussi
la compréhension du contexte qui est toujours très importante, c'est-à-dire tout l'arrière-plan psychologique et biographique qui va entourer, colorer la plainte. Pour ça, il a besoin aussi d'une expérience clinique. Il y a de temps en temps des velléités de nommer des médiateurs qui ne soient pas médecins, c'est dommage, et j'espère bien qu'on n'en arrivera pas là. Il y avait eu une expérience dans les années 80 qui a été un échec et blackboulée par le Conseil d'État. Les anciens, parce que l'éthique, ça ne date pas d'aujourd'hui, les anciens parlaient de la phronésis nécessaire au médiateur. Ça peut se traduire par la prudence ou la sagesse, ou les deux à la fois. Effectivement, il faut une certaine distanciation dans l'appréciation des faits. Il faut avoir, nous avons tous des biais personnels, et il faut savoir autocritiquer ces biais. Ce n'est pas de la psychanalyse, ce n'est pas la dialectique marxiste, mais on ne va pas se les supprimer, nos biais personnels. Ils existent, il faut simplement les connaître pour les tenir à l'écart de nos appréciations. Bien entendu, le médecin médiateur doit tenir compte des droits des tiers, pas seulement ceux du plaignant, on va y revenir. Et il faut savoir déplaire, parce que ce qu'on a à dire, quelquefois, ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Et pour finir, les bons auteurs disent qu'une bonne médiation dépend de la qualité du médiateur. J'adhère tout à fait. Tous les cas sont des cas particuliers, même si la typologie des plaintes, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez stéréotypé. Mais chacun a sa plainte qui est colorée par son passé, je viens de le dire tout à l'heure. Et donc le poids des histoires personnelles, le primat du vécu, comme le disait ce grand philosophe et médecin français Canguilhem, qui est mort il y a une quinzaine d'années, c'est essentiel. Et j'ai piqué cette formule qui est bien comprendre, suppose une certaine forme de connivence. C'est peut-être un peu ce qu'on appelle l'empathie, quelquefois. Je passerai sur la relation dissymétrique qui fait qu'il y a celui qui sait et celui qui est censé ne pas savoir. Il faut nuancer la justice. Nous ne sommes pas des hommes de justice, on n'est pas des esclaves du droit. Le droit peut être très injuste, chacun le sait, et donc c'est l'équité de l'appréciation qui compte. J'ajouterai là que simplement la valeur qui me paraît irremplaçable de l'entretien direct en face à face, qui permet d'apprécier tout ce qui est nécessaire dans l'attitude du plaignant, pas seulement dans ce qu'il dit, les médiations par voie épistolaire ou téléphonique, ça arrive quand quelqu'un dit « je suis à 800 km et je ne peux pas me déplacer », mais ça n'est pas très, très satisfaisant. Et enfin, action pédagogique du médiateur. Oui, il faut avoir quelquefois à recadrer certains plaignants qui ont des appréciations tout à fait excessives et malencontreuses. Je n'entrerai pas dans les exemples, nous n'en avons pas le temps. Qui exprime une plainte? Restons en gériatrie. Hein. C'est forcément, pratiquement toujours l'entourage et jamais le patient lui-même. Ce sont les enfants, ce sont les conjoints, ce sont les petits-enfants, les parents, les amis, bref, l'entourage. Et l'intéressé, même s'il est en état de porter plainte intellectuellement, c'est rare qu'il se mêle pour une raison c'est qu'il y est quelquefois opposé à la plainte. Soit parce qu'il est attaché à l'équipe soignante et qu'il pense qu'il va continuer à avoir besoin d'eux, soit ça arrive, c'est fâcheux, c'est très fâcheux, mais ça existe, parce qu'il a peur de représailles de l'équipe. Alors pourquoi les gens se plaignent-ils? Très souvent parce qu'ils demandent des informations. Alors l'information elle a quelquefois été fournie, mais elle n'était pas claire, ou elle n'était pas complète, ou ils ne l'ont pas ressentie comme complète, ou surtout, et ça arrive à chacun d'entre nous, quand on est ému, quand on est anxieux, on ne retient pas ce qu'on vous a dit, ou pas entièrement, et donc il faut y revenir. Et puis quelquefois c'est assez technique, et il faut expliquer, faire des dessins, enfin bref. Il ne faut pas hésiter non plus, quand il y a lieu, à obtenir de la part de l'équipe soignante des excuses ou des regrets. Ça m'est même arrivé qu'on me demande de dicter la lettre, mais qui est signée par le chef de service ou la cadre de santé. Beaucoup de plaignants, néanmoins, ont avant tout une démarche altruiste. Et ce qu'ils demandent, c'est ce qui m'est arrivé à moi, je ne veux pas que ça arrive à d'autres, et donc c'est trouver le dysfonctionnement ou mettez-y bon ordre. J'ai déjà dit que l'indemnisation n'a pas à s'en mêler, mais il peut arriver qu'on ait à voir le plaignant quand même, parce qu'il y a des gens qui disent « et en plus, on ne m'a pas écouté ». Donc, j'ai pris l'habitude, pour ce qui me concerne, de recevoir quand même les gens qui demandent une indemnisation, en mettant tout de suite à part, en disant « l'argent, je ne m'en occupe pas, ce n'est pas mon problème, mais j'écoute tout le reste ». Naturellement, les plaintes sont fondées en tout ou en partie. Il y a des gens qui exagèrent, mais il est rare qu'une plainte soit sans fondement du tout. Je n'ai vu dans ce domaine que des malades psychiatriques, alors quelquefois. Par contre, les plaintes sont souvent additives. À partir du moment où il y a eu
un mauvais comportement, une mauvaise relation, une erreur commise, les familles, puisque nous sommes dans le domaine gériatrique, sont hyper vigilantes et ils vont espionner tout, regarder tout. Est-ce que la perfusion est bien remplacée au bon moment? Est-ce qu'il y a des moutons sous les lits? Est-ce qu'on fait le ménage? Et tout est comme ça. Donc ça devient infernal et au lieu d'une plainte, on a dans la lettre 5, 6, 10 motifs de plainte quelquefois. Alors de quoi se plaignent les gens? De choses très diverses. Ça va des plus graves, les décès ou de graves séquelles, ou d'une durée d'hospitalisation anormale, à des désagréments, ou ce que je suis obligé de qualifier de désagréments, mais qui peuvent être extrêmement déplaisants pour les intéressés, des attentes qui n'en finissent plus. Un exemple parmi d'autres, un octogénaire amputé d'un bras, pesant 100 kilos, qui arrive aux urgences, qui est sur un brancard et qui va y rester 22 heures sans avoir jamais le bassin qui réclame. Tout ça parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'on a appelé l'interne de spécialité pour voir, lequel n'est pas venu, un autre interne de spécialité qui n'est pas venu non plus, qu'on a programmé un scanner qui a traîné, et personne, les équipes ont changé naturellement, personne ne s'est aperçu qu'il fallait mettre bon ordre à tout ça, n'a pris l'initiative de dire on le met dans un service n'importe et dans un lit, et donc, faute de cette prise d'initiative, de cette imagination, on a quelquefois des situations totalement intolérables. Je n'insiste pas sur le reste qui va de soi, simplement les reproches que font les plaignants sont quelquefois contradictoires et la même personne est capable de dire on n'a pas du tout informé de la situation et puis 5 minutes après on l'a informé beaucoup trop brutalement. Ça arrive. Je voudrais juste souligner la différence que les plaignants dont ils n'ont pas toujours conscience entre une faute et une erreur. Et vous le savez bien, sur le plan juridique, ce n'est pas du tout la même chose. La faute, c'est pour vous, si je puis dire, sur le plan pénal éventuel, c'est-à-dire qu'on a fait un grave manquement à un devoir ou qu'on a fait une infraction à une obligation. On était de garde, on n'y était pas, on ne s'est pas déplacé. Ça, ce sont des fautes. Et puis une erreur, nous en commettons tous, évidemment le moins possible, mais enfin si, dans une salle de soins obscure, on a mélangé 2 ampoules sans bien distinguer l'une de l'autre, c'est une erreur. Et bien sûr, il y a des erreurs de diagnostic, de prise en charge, de pronostic, surtout, ça j'y reviendrai. On arrive à ce qui vous intéresse, évidemment, la spécificité des plaintes en gériatrie. L'âge des patients, je ne vous apprends rien, ça va de soi. Ça entraîne la fragilité et des difficultés de communication, parce que, on le sait bien, les gens âgés, ils n'entendent pas bien, ils vont moins vite intellectuellement, la mémoire est quelquefois branlante, et puis il y a ces besoins d'aide pour des tas d'obligations de la vie courante, la toilette, les repas, le bassin, ça dans les plaintes, Dieu sait que ça revient souvent, et qu'il n'y a pas toujours le personnel nécessaire ou disponible au bon moment. Je soulignerai quand même en passant tout ce qui vous a été montré tout à l'heure dans les revues qui ont été faites brillamment, c'est les polypathologies qui sont si fréquentes et qui font qu'on risque de prendre la mauvaise piste, de s'occuper de la pathologie qui n'est pas justement au premier plan, ou pire encore, de commettre des erreurs thérapeutiques parce qu'on a oublié l'un des traitements qui ont été signalés par la famille ou par le médecin traitant, ou parce qu'on a rajouté des médicaments sans faire attention aux interactions et qu'on va se trouver dans des situations hautement iatrogènes. Alors, il y a aussi les exigences des familles, ça je vais y revenir dans un instant. C'est déjà pénible pour n'importe qui de supporter la maladie d'Alzheimer d'un de ses proches, mais on arrive à ce qui vous intéresse évidemment, la spécificité des plaintes en gériatrie. L'âge des patients, je ne vous apprends rien, ça va de soi. Ça entraîne la fragilité et des difficultés de communication, parce que, on le sait bien, les gens âgés, ils n'entendent pas bien, ils vont moins vite intellectuellement, la mémoire est quelquefois branlante, et puis il y a ces besoins d'aide pour des tas d'obligations de la vie courante, la toilette, les repas, le bassin, ça dans les plaintes, Dieu sait que ça revient souvent, et qu'il n'y a pas toujours le personnel nécessaire ou disponible au bon moment. Je soulignerai quand même en passant tout ce qui vous a été montré tout à l'heure dans les revues qui ont été faites brillamment, c'est les polypathologies qui sont si fréquentes et qui font qu'on risque de prendre la mauvaise piste, de s'occuper de la pathologie qui n'est pas justement au premier plan, ou pire encore, de commettre des erreurs thérapeutiques parce qu'on a oublié l'un des traitements qui ont été signalés par la famille ou par le médecin traitant, ou parce qu'on a rajouté des médicaments sans faire attention aux interactions et qu'on va se trouver dans des situations hautement iatrogènes. Alors, il y a aussi les exigences des familles, ça je vais y revenir dans un instant. C'est déjà pénible pour n'importe qui de supporter la maladie d'Alzheimer d'un de ses proches, mais
Et ça arrive beaucoup, effectivement, dans les services gériatriques. Quand c'est l'Alzheimer du voisin qui vient boxer votre parent ou qui vient se coucher dans son lit, c'est beaucoup plus difficile à supporter et c'est pas si facile à résoudre, vous le savez mieux que moi, mais c'est un sujet de plainte qui n'est pas rare du tout. Je vais envisager un petit peu ces plaintes en fonction de... J'ai dépassé mon temps ? Rapprochez-vous du micro. Ah oui, ces plaintes en fonction des étapes de la prise en charge. Donc avant l'hospitalisation éventuelle, il y a déjà des problèmes qui se posent. Par exemple, la coordination entre une maison de retraite et l'hôpital. Les difficultés de la régulation, et je n'envie pas les médecins qui répondent au centre 15, c'est très difficile. Alors quand on a affaire par exemple à un patient nonagénaire qui appelle et qui explique que son épouse nonagénaire va mal, mais que le régulateur croit meilleur d'être apaisant, de dire « mais écoutez, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'elle ne va pas bien, elle serait tellement mieux chez elle », etc. Puis finalement la dame meurt parce que le régulateur n'a pas été assez imaginatif, n'a pas su comprendre derrière le discours de ce vieux monsieur. Il y a le régulateur soupçonneux qui dit oui, votre mère a 90 ans, d'accord, elle a un Alzheimer, et vous voulez nous la caser pour qu'on la place ». Et puis il n'écoute pas la pathologie qu'il y a derrière et qui fait que la dame va mourir avant d'arriver à l'hôpital. Et puis il y a un régulateur débordé qui ne sait plus quoi faire et qui répond à un pauvre médecin de campagne qui est dans son petit hôpital de campagne, qui est aux prises avec un patient qui ne sait pas gérer et qui lui dit « débrouillez-vous pour trouver un service d'accueil ». Et tout ça va mettre 4, 5, 6 heures jusqu'à ce que finalement les secours arrivent et trouvent le malade en train de décéder de son hémorragie interne. Voilà, alors ensuite il y a l'accueil à l'hôpital. Et chacun sait que les services d'accueil et d'urgence sont débordés très souvent et ont beaucoup de mal à faire face à un débit de patients qui n'a jamais été prévu auparavant. Mais il y a la façon d'accueillir. Et alors, par exemple, il y a l'attente où personne ne s'intéresse à la personne qui est là sur un brancard ou sur un fauteuil. On passe devant, dans un sens, dans l'autre, pendant des dizaines de minutes, quelquefois des heures, sans se tourner, ce qui ne prend absolument pas de temps, sans se tourner pour faire un sourire, pour dire on ne vous oublie pas, on s'occupe de vous, etc. Ce qui change quand même les choses. Et puis alors, j'ai mis réflexion déplaisante, je m'arrêterai sur une seule catégorie ici, c'est les réflexions dites le racisme anti-vieux. Ça arrive hélas, c'est très déplaisant. Alors sur l'attente et l'inconfort, j'ai déjà donné un exemple, je n'y reviens pas. Les services d'urgence sont quelquefois bien mal équipés, mais bien mal aussi psychologiquement pour tenir compte de la confidentialité. Alors évidemment, dans un couloir où il y a 15 brancards, c'est pas très confidentiel, la pudeur, n'en parlons pas, on n'y pense pas toujours assez d'ailleurs. Là encore, je ne développe pas. Et puis le défaut d'écoute et de prise en compte des informations qui sont données. Je vais y revenir à ça dans un instant. Alors, dernier point dans un service d'accueil d'urgence, c'est les orientations qui sont tardives. Quelquefois, on perd un temps incroyable ou inadapté. Les gens arrivent dans un service qui n'est pas le bon. Ça ne serait pas dramatique si le service concerné faisait comme je l'ai toujours vu faire en Angleterre, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'y aller régulièrement pour voir leurs patients, même dans un autre service. Ça ne se fait pas toujours et c'est dommage. Alors, j'en arrive aux deux rubriques les plus graves, à mon avis. C'est le transfert sans information. Alors, les personnes âgées ne sont pas toujours inconscientes et démentes, et donc ils ont parfaitement le droit d'être informés. On devrait même leur demander leur avis en disant on va vous transférer dans tel service ou même dans un autre hôpital. Mais il arrive malheureusement qu'on les transfère sans rien leur dire, sans rien dire à la famille non plus, qui va chercher pendant des heures où est passé leur patient. Et puis les renvois inconséquents, y compris au milieu de la nuit. Alors ça, c'est dramatique. On voit des gens arriver aux urgences quelquefois, évidemment un peu tard, 20h, 21h, 22h quelquefois. Et puis à 4h du matin, l'interne de garde va s'apercevoir ou décréter que l'hospitalisation n'est pas légitime et on va renvoyer à 4h du matin un vieillard chez lui, octogénaire, nonagénaire, dans un bled où il n'y a pas de pharmacien, pas de médecin, il sera muni d'une ordonnance, certes, on se demande à quoi ça servira, et de temps en temps, et moi, la moitié de ceux pour qui ce problème s'est posé sont décédés. Je ne commande pas plus, ça me paraît suffisant. Alors, la prise en charge dans un service, il y a la négligence, j'y reviens, des informations de la famille. Le régime sans sel qu'on oublie, ça se termine par un édème aigu. Je ne donne pas d'autres exemples. Les polypathologies, je l'ai déjà dit. Le traitement de la douleur, oui, ça fait des grands progrès au cours des dernières années. Mais on tombe de temps en temps dans l'excès inverse. Il ne faut pas oublier que les traitements symptomatiques si prisés de certains jeunes médecins
Ça n'est pas valable dans tous les cas. Balancer des antalgiques intraveineux à quelqu'un qui a une contracture abdominale, ça veut dire que le chirurgien qui est appelé après ne trouvera plus la contracture et va différer les mesures nécessaires. Exemple réel, bien sûr. Le pronostic, c'est ce qui est le plus difficile en médecine. Bon, je ne développe pas, mais vous comprenez bien que dire « rassurez-vous, bonnes gens, revenez demain matin, ça ira mieux » et que le patient est décédé, ça fait soupçonner tout de suite une grosse erreur diagnostique ou thérapeutique, mais le pronostic inverse existe aussi, et annoncer le décès de quelqu'un qui n'est pas décédé du tout et qui va survivre, c'est fâcheux. Je ne dirais qu'une chose à propos des décès, c'est la nécessité d'une traçabilité. Il arrive, et c'est pas rare, que les gens meurent au milieu de la nuit. La famille va venir, pas toujours pour se plaindre, mais va dire « qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il était conscient? Est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit quelque chose ?» S'il n'y a rien de marqué dans le dossier, on est marron. C'est épouvantable. Si l'infirmière a pris le soin de marquer 2 heures du matin, appel de l'interne de garde, et si l'interne de garde a pris soin de marquer cyanose, asphyxie, probable embolie pulmonaire, bon, on a quelque chose à dire. Mais sinon, c'est affreux. Le retour à domicile, j'ai déjà parlé des conditions. Convalescence et placement, bon, c'est évident que ça pose des problèmes. En gériatrie, les principaux problèmes peut-être sont liés à l'entourage. Alors, le problème de la personne de confiance, des interlocuteurs multiples, vous connaissez ça très bien, je ne développe pas. Les conflits familiaux qui sont sous-jacents, on ne les connaît pas toujours. Au sujet des soins, les uns en veulent, les autres disent c'est de l'acharnement. Il y a au propos de l'avenir, est-ce qu'il faut placer, pas placer, mettre sous tutelle, pas. Et puis tout ça, c'est des choses mises en évidence, c'est factuel, mais derrière, il y a quelquefois des jalousies profondes, il y a des problèmes d'argent, il y a les réactions de culpabilité et donc d'agressivité des familles qui, pendant 4 mois, ne sont pas occupées du grand-père, et puis, à partir du moment où il est hospitalisé, elles vont sur le dos de l'équipe du matin au soir, avec quelquefois même une jalousie vis-à-vis de l'équipe si la personne âgée a développé des liens affectifs avec aide-soignante, infirmière ou médecin. Attention à l'alinéa 3 du décret d'avril 2002, celui qui définit de façon interminable tout ce qu'il faut pouvoir présenter quand le patient, ou la famille, enfin pas la famille, pardon, le patient demande l'accès à son dossier. Alors les gens connaissent un peu tout ce qu'il faut présenter, ils ne connaissent pas l'alinéa 3 qui dit « ne sont pas communicables les informations émanant d'un tiers étranger à la prise en charge ou concernant ces tiers ». Alors vous imaginez tout ce que ça peut être. Par exemple, je donne quand même un exemple, une dame qui est venue dire « je veux savoir qui, quand j'étais en réanimation, a dit « laissez tomber, arrêtez les soins ». Bon, ce n'est pas communicable. C'était une personne étrangère à la prise en charge, donc ce n'est pas communicable. Je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, car il y en a. Les gens, il faut mettre d'emblée dans une pochette séparée ce type d'informations pour pas être pris. Je dirais simplement qu'à l'origine des plaintes, il y a des facteurs favorisants qui sont évitables, qu'il y a des facteurs qui tiennent aux plaignants, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Je ne les détaille pas ici. J'ai parlé de l'interprétariat, c'est surtout vrai quand l'interprète n'est pas un professionnel, mais quelqu'un du groupe familial, qui dit ce qu'il veut et qui traduit ce qu'il veut. Et puis, je voudrais aussi dire qu'il y a des facteurs qui tiennent aux médecins. Il y a des médecins qui prennent la fuite quand ils ont commis une erreur. Ils ne veulent plus faire face aux patients, et ça n'est jamais pardonné. Il y a des médecins qui débinent les confrères en amont, et ça donne lieu quelquefois à des plaintes en diffamation. Ça n'est pas déontologique. Donc ce sont des imprudences regrettables. Je passe, et je dirais simplement qu'après un incident ou un accident, il ne faut surtout pas laisser traîner, il ne faut surtout pas se défiler ou mentir, il faut avoir le courage d'affronter et régler les choses avec diligence, parce que c'est la seule façon d'arriver à aplanir les conflits. Le compte-rendu de médiation, c'est vrai qu'il faut peser ses mots, parce qu'il va d'une part au plaignant, et d'autre part, il peut aller à l'assureur, et l'assureur peut tirer parti de mots imprudents pour ne pas tenir compte de la plainte. Je dirais pour conclure que dans un monde idéal, la médiation serait inutile. Je ne serais pas aussi pessimiste que La Fontaine. Je vous recommande sa fable, la dernière, qui s'appelle « Le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire ». Il est très pessimiste sur la médiation. Je crois que prétendre annuler tout conflit n'est pas éthique. Le médiateur ne peut pas tout, mais s'il peut dissiper l'amertume et la rancœur, s'il peut pacifier un conflit, il a, à mon avis, rempli le critère d'une médiation réussie. Je vous remercie.